Je commence la troisième vidéo consacrée à l'acte 1, scène 2 du Barbier de Séville. Il s'agit donc du portrait de Figaro. Avec cette troisième vidéo, je suis aux lignes 30 à 35. Avec la ligne 30, nous reprenons le fil de la vie de Figaro, relancé par le comte. Cette relance contient, de même que celle de la ligne 13, une indication géographique quitter Madrid, propre à structurer la progression de ce dialogue, et même s'il ne s'agit pas d'une question, elle appelle une réponse de Figaro qui de toute façon répond un peu à tout. Dans les débuts de la réponse, Beaumarchais nous confirme, même s'il y a peut-être de l'ironie dans le ton de Figaro, le lien de complicité qui existe entre les deux hommes. C'est mon bon ange, Excellence, puisque je suis assez heureux pour retrouver mon ancien maître. Les expressions soulignées montrent cette complicité. De même que dans le début de notre extrait, Beaumarchais ne montre plus, durant quelques lignes, l'efficacité de son personnage dans l'action, mais dans sa capacité d'observation, de réflexion et de généralisation. Voyant à Madrid que la République des lettres était celle des loups, donc là c'est le verbe voir qui est concerné par cette affirmation. À partir de son cas personnel, Figaro généralise en effet dans les lignes 32 à 35 la critique des milieux littéraires. Même si le participe voyant lui est apposé, il ne s'agit pas directement de sa vie, il ne se place ici qu'en observateur d'une situation. On repère aussi de nombreux pluriels et un singulier généralisant, comme tout à l'heure, qui notamment ouvre cette critique. La République des lettres, par exemple, ligne 32, et qui la ferme, les malheureux gens de lettres, ligne 35. Il fait cette critique sous la forme d'une énumération efficace et imagée dans laquelle il utilise une première métaphore simple, celle des loups, puis une métaphore filée, celle des insectes, les moustiques, les cousins, les maringouins, ligne 33. Au sein de l'énumération des insectes, il insère habilement des termes du monde littéraire, les critiques, les envieux, les feuillistes, les libraires, les censeurs, ligne 33-34. Il les insère d'autant plus habilement qu'il a travaillé les sonorités pour que les mots se correspondent. Cela commence, pour donner un effet de groupe soudé contre les gens de lettres, au sein même des insectes. Insectes et moustiques ont la plus grande partie de leurs consonants communs, maringouin rime avec cousin, et ainsi le mot critique s'intègre sans problème dans la liste, car il rime avec moustique. À travers la métaphore, Beaumarchais donne à toutes ces professions un caractère nuisible, car c'est bien la caractéristique principale des animaux cités. Cette nocivité est encore mise en relief après l'énumération par un aspect concret des verbes utilisés qui l'exacerbe. S'attache à la peau, ligne 34, déchiqueter, ligne 35, sucer, ligne 35 également. L'énumération insiste, quant à elle, sur la diversité des nuisibles. Par exemple, les censeurs appartiennent au monde politique, les envieux sont plutôt une catégorie morale, les autres appartiennent de près ou de loin au monde des lettres, mais avec des prérogatives différentes. Enfin, l'auteur met en avant la fragilité des hommes de lettres en utilisant l'adjectif malheureux pour les qualifier, et la fin de la métaphore leur est consacrée avec l'expression « le peu de substance qui leur restait », ligne 35. Le début de cette tirade consacrée à la vie de Figaro prend donc un peu de hauteur. On y voit une critique acerbe du monde dans lequel évoluent les auteurs, c'est le monde de Beaumarchais. Cela ne va pas sans présenter une autre facette de la personnalité du valet, c'est un observateur averti de la société, et il est tellement au-dessus des autres personnages habituels que Beaumarchais lui prête même certaines de ses caractéristiques d'auteur. Je passe maintenant aux lignes 35 à 45. Après un tableau noir de ce que doivent endurer les gens de lettres en général, Figaro répond plus précisément à la question du comte sur sa vie, et sa vie apparaît extrêmement mouvementée. Dans un premier temps, et en conclusion de tout ce tableau, il répond donc à la question du comte en reprenant ces mots « J'ai quitté Madrid, ligne 37 ». L'auteur indique à ce moment-là au lecteur la dernière information qui lui manquait encore, le rapport entre la pièce et le titre. Le barbier, personnage éponyme, est Figaro, comme on peut le voir à la ligne 36 avec l'utile revenu du rasoir.
on saisit en même temps un aspect pragmatique dans son personnage, convaincu que l'utile revenu du rasoir est préférable aux vains honneurs de la plume, ligne 36-37. On voit ce côté pragmatique dans l'opposition entre les adjectifs utile et vain d'un côté et les noms revenu et honneur de l'autre. Dans un second temps, il répond à la question que le comte avait posée à la ligne 13, et même bien avant hors de notre extrait. « Et tu t'es retiré en cette ville ?» Le spectateur et le lecteur sont déjà informés depuis la première réplique de la pièce que la scène se passe à Séville. Cette réponse intervient à la ligne 41. Vous me voyez enfin établi dans Séville, avec une dernière information géographique et l'utilisation du présent d'énonciation qui clôt le passage. Nous arrivons vers la fin des scènes d'exposition. L'auteur termine le portrait du personnage éponyme, le barbier de Séville. Mais ce n'est pas sans nous donner encore un aspect de l'énergie et de la verve de Figaro. En quelques lignes, en effet, Figaro fait la preuve de son habileté oratoire et narrative. On assiste, sous forme d'anaphore, à une liste de participes présents et passés, voyants, fatigués, ennuyés, dégoûtés, abîmés, convaincus, entre la ligne 32 et la ligne 36. Tous ces participes, qui ont une valeur causale, laissent attendre longtemps leurs conséquences, qui n'arrivent que plus loin dans le texte. J'ai quitté, ligne 37. C'est le même système de suspense que nous avions déjà repéré plus haut, lignes 19 et 23, et qui tient donc en haleine l'auditoire. Une deuxième proposition commence alors avec une nouvelle liste de participes, qui énumère cette fois les activités de Figaro, parcourant, accueilli, emprisonné, loué, blâmé, aidant, supportant, me moquant, bravant, riant, faisant. Ces participes montrent parfaitement la débrouillardise de Figaro qui doit affronter sans cesse des situations contraires. Elles sont mises en relief par leur opposition frontale, accueilli dans une ville, emprisonné dans l'autre, loué par ceci, blâmé par cela, à la ligne 39. L'aspect débrouillard se clôt sur l'équivoque, faisant la barbe à tout le monde, ligne 41, équivoque car cette expression fait allusion à son métier de barbier, bien sûr, mais elle désigne aussi au sens figuré une personne qui se moque des autres. L'ensemble donne l'impression d'une véritable course que l'on retrouve également dans l'énumération des lieux géographiques. Cette course est à l'image, sans doute, de ce qu'en a été la réalisation rapide et mouvementée. Du point de vue stylistique, donc, le texte ici semble mimer la démarche racontée, et il y a sans doute de quoi mettre en joie le spectateur dont l'imagination fonctionne au rythme du récit et des gestes de Figaro. La verve étourdissante du narrateur crée chez le spectateur une sorte d'enthousiasme un peu communicatif. Il devient une sorte d'allié de Figaro, entraîné dans son monde, entraîné par son dynamisme. La dernière phrase de cette tirade reprend l'idée de la première phrase, prêt à servir de nouveau votre Excellence en tout ce qui lui plaira de m'ordonner. Elle montre que malgré la différence de classe sociale, les deux hommes seront complices durant la pièce. Les deux dernières répliques du dialogue poursuivent le portrait de Figaro en lui donnant un aspect différent des valets de comédies habituelles. C'est un personnage plus complexe. Enfin, la dernière phrase de notre extrait se prépare à enchaîner sur l'action, puisque le temps d'information du lecteur est terminé. On revient à l'intrigue, initiée par l'amour du comte pour Rosine. Dans cette dernière partie de notre extrait, Figaro apparaît donc comme un homme pragmatique, débrouillard et moqueur. L'auteur fait en sorte que le spectateur, le lecteur, s'attache à lui, et cela en fait, puisqu'il est le personnage éponyme également, le personnage le plus important de la pièce. À la fin de cette étude, il semble donc évident que Beaumarchais nous présente, dès le début de la pièce, un valet bien différent du valet confident de la tradition comique. Homme d'action, mais aussi homme de lettres, observateur de la société. Il apparaît comme un héros plus complexe que dans les comédies habituelles, au point de prendre même des caractéristiques et de raconter un petit peu la vie de son auteur. Quant à la relation entre le maître et le valet, elle est cordiale, mais le valet, personnage éponyme, se présente supérieur à n'importe quel maître dans cette scène. Il sera intéressant d'étudier aussi cette présentation de Figaro et les relations entre maître et valet dans la pièce suivante, Le mariage de Figaro,
Nous découvrirons peut-être dans le monologue final, avec une tension dans la relation entre le maître et le valet, une réflexion cette fois non plus à portée politique mais à portée véritablement philosophique.